Dounia Ben Slimane, bonsoir. Merci de nous accueillir. On va parler dans cette discussion autour du livre Les droits culturels à l'œuvre, édité par En Toutes Lettres et coordonné par Daniel Payet. Vous avez participé à ce livre. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonsoir Salahdine, bonsoir Ness. Je m'appelle Dounia Ben Slimane, je suis actrice culturelle ou travailleuse culturelle. Je suis basée à Casablanca. Actuellement, je travaille avec différentes structures. Je suis la secrétaire générale d'une association qui s'appelle l'AM, Association marocaine de musique électronique, qui est une jeune association qui fait un travail de rencontre entre les musiques électroniques et les musiques traditionnelles amazighes. Je travaille aussi sur un label de production de musique qui est un complément du travail de cette association. Et j'ai d'autres casquettes aussi. Je fais beaucoup de formations, de rencontres, de production d'événements et voilà, entre autres choses. Donc bienvenue chez moi et bienvenue à moi chez vous. Merci. Vous êtes parmi les contributeurs de ce livre, de ce collectif. Pourquoi c'était important d'écrire et de participer à ce livre sur les droits culturels? Alors déjà, je pense que la raison première de ma participation à ce livre collectif dans lequel il y a beaucoup de noms amis et d'autres personnes que je ne connais pas mais dont les profils sont tout à fait intéressants. Donc la première raison a été de répondre à l'invitation de mon amie Kenza Sfreoui, qui est une amie de longue date et dont j'apprécie et respecte le travail et l'engagement, et de Daniel Payet qui a coordonné la rédaction des différents textes qui sont publiés dans ce livre, et que je connais aussi par ailleurs, un peu moins longtemps que Kenza, mais que je connais aussi. Donc elles ont provoqué une première rencontre au cours de laquelle on a discuté, et elles m'ont présenté le projet, elles m'ont proposé de participer avec une liste de personnes, comme je disais, dont certaines sont des amies, d'autres que je ne connais pas. Déjà c'était assez tentant comme aventure, parce que ça aurait été peut-être des premières fois où j'écris dans un vrai livre, on va dire. Il m'est arrivé de publier des choses comme des articles, comme des papiers, comme des publications, des rapports un peu plus spécialisés sur le secteur culturel. Mais là, ça me paraissait un peu différent. Et la thématique, franchement, est très intéressante, dans le sens où c'est quelque chose quand même qui est au cœur du travail que je fais en tant qu'actrice culturelle depuis, on va dire, une quinzaine d'années maintenant. Si on met sous le grand parapluie des droits culturels l'accès à la culture, le droit à la participation à la vie culturelle, le droit à la liberté d'expression artistique, le droit à l'expression artistique en soi, etc., etc. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles je milite depuis un certain temps. Donc la thématique est assez importante pour moi. Voilà. Donc globalement, c'est ça qui m'a poussée à participer, aussi parce que je pense que et ça a été soulevé aussi dans les discussions avec Kenza et Daniel, c'est que j'ai fait partie des membres fondateurs de l'association Racine, qui malheureusement n'existe plus depuis 2019 et qui a été dissoute suite à une procédure judiciaire, pour des raisons justement qui, pour moi, touchent tout à fait au droit culturel et au droit à la culture et au droit à l'expression culturelle et au droit d'association, etc. Tout ça, pour moi, est très lié. Donc je pense qu'avec le temps, on va dire, de recul qui s'est passé entre 2019 et le moment où cette proposition m'a été faite, je pense que 3 ans, on a suffisamment eu le temps de digérer cette tragique dissolution. Et pour moi, j'étais moi-même dans un processus de réflexion
sur ces processus, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été réalisé à travers Racine, mais aussi à travers toutes les autres activités, tous les autres projets connexes ou parallèles à Racine, parce qu'il n'y a pas eu que Racine en 15 ans. Et j'étais dans cette réflexion, et même dans l'idée que peut-être un jour il faudrait écrire sur ça. Et ça a été une belle perche qui m'a été tendue, et je l'ai saisie, et j'espère que ça va refléter voilà, tout ça. Dans ton texte, tu parles des 15 ans d'action culturelle. Je ne te demanderai pas de faire le bilan de ces 15 ans, mais comment a évolué l'action culturelle à Casablanca à travers des choses que tu as fait, la fabrique culturelle, les abattoirs. Comment a évolué l'action culturelle? Est-ce que les acteurs culturels sont arrivés à toucher les classes populaires, les gens de divers milieux, ou bien on est resté sur une culture élitiste, disons? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis arrivée dans ce milieu, on va dire, ou dans ce domaine qui est la culture et l'action culturelle, c'était une période assez particulière qui était disons, la moitié des années fin 2000, 2007, 2008, et une période assez particulière du fait qu'elle était à cheval entre, on va dire, deux époques qui pour moi sont assez importantes. C'était à la suite de tout ce qui était Naïda, de tout ce qui était voilà, ouverture sur de nouvelles formes d'expression artistique, de nouvelles formes d'expression médiatique. C'était la fin d'un règne, le début d'un autre, et puis le retour de bâton un petit peu, etc. Et on passait, et on était à 2-3 ans des printemps arabes, du mouvement du fin février, tout ça. Donc il y avait une espèce de dynamique qui était assez intéressante, et dans laquelle justement les acteurs culturels, les artistes ont joué un rôle assez intéressant, et on assistait à l'éclosion de plein de choses nouvelles et de plein de pratiques peut-être qu'elles n'étaient pas nouvelles, mais en tout cas il y avait une espèce de renaissance de quelque chose avec une touche des années 2000 et de tout ça, qui faisait que c'était intéressant. À cette époque-là, il y avait, et je vais parler essentiellement de Casablanca, il y avait tout un collectif d'artistes qui se sont justement mobilisés autour de la question des abattoirs, et c'était une situation assez unique, parce qu'on va dire que on ne voit pas très souvent quelque chose qui est initié par l'institution, en l'occurrence le conseil municipal, vis-à-vis d'un bâtiment d'envergure, patrimonial, très beau, qui a une histoire, qui a du sens, qui se trouve au cœur d'un quartier populaire de Casablanca, qui est El Hay Mohammadi, qui est vraiment à la marge et à l'intersection de plusieurs zones de Casa, mais surtout qui est à l'entrée de Hay Mohammadi, qu'on n'a pas besoin de rappeler l'importance de ce quartier dans l'histoire contemporaine de Casablanca, et de l'histoire tout court d'ailleurs. Et on allait entrer dans une expérimentation qui s'était faite ailleurs, mais qu'on allait nous expérimenter à Casa, sur un territoire qui n'est peut-être pas pour la première fois allé voir naître une friche. Et ce processus a duré plusieurs années, et c'était vraiment une très très belle expérience, parce que grâce à ce laboratoire qu'a été la fabrique culturelle des abattoirs, on a pu justement multiplier les publics, et puis surtout les faire se rencontrer, parce que les abattoirs, c'était vraiment l'endroit où tout le monde pouvait venir. Et on avait toujours l'habitude de plaisanter en disant on a eu autant des ambassadeurs que des ministres, que des jeunes du quartier Hay Mohammadi qui vivent dans les cités ouvrières, ou que des étrangers, des Marocains, des Casablancais, etc. C'est vraiment c'était un espace de brassage culturel et artistique, et aussi social, ce qui était le cœur du projet de la fabrique culturelle des abattoirs. Après, en 15 ans, de mon point de vue, les choses ont évolué différemment, parce qu'on a eu vers un sens, on va dire, autre. Et là,
pour d'autres raisons, mais peut-être que tu voulais... Non, je voulais juste préciser, savoir, comme ça le public a une idée, pourquoi ce projet, ce très beau projet de des friches culturelles et de la fabrique n'a pas abouti. Si tu peux nous rappeler les péripéties rapidement. Il y en a eu des péripéties. Il a pas abouti, à mon sens, d'abord parce qu'un projet de cette envergure et de cette ambition a besoin d'un soutien institutionnel et politique qu'on n'a plus eu au bout de très peu de temps. C'est-à-dire qu'il a été à son début une idée du politique. Et puis après, il a servi de vitrine à une certaine image de la politique culturelle de la ville de Casablanca. Et puis après, il est passé au placard parce que peut-être qu'il ne servait plus certains intérêts. Donc déjà, le soutien institutionnel et politique avait diminué jusqu'à disparaître. Et il a aussi besoin de souffle. Parce que quand on est un collectif dans lequel il y a 17 organisations de différentes disciplines artistiques, avec différents profils, avec différentes expériences, avec aussi peut-être une vision qui n'est pas tout le temps identique ou similaire ou qui va dans le même sens, et qu'il y a beaucoup d'obstacles, on finit par s'essouffler, je crois. Et c'est ce qui est arrivé au collectif des anciens abattoirs. Je pense qu'il y a eu un essoufflement, il y a eu une fatigue, il y a eu peut-être aussi un manque on va appeler ça peut-être une bataille d'ego ou une bataille de vision qui s'est créée. Et malheureusement, c'est très difficile de maintenir le collectif. Et je crois la troisième raison, c'est le nerf de la guerre, c'est les ressources, c'est les ressources aussi financières, ressources humaines. C'est un lieu qui a travaillé avec très peu de moyens pendant quand même plusieurs années. Je pense que si on parle de 2009 à 2013, 2014, ça fait pas mal d'années à faire beaucoup de choses dans un lieu avec très très peu de moyens au final. Que ce soit des moyens financiers, parce qu'on a eu des subventions de la ville à travers l'association Casa Mémoire qui lidait ce collectif et qui recevait cette subvention de manière très irrégulière d'ailleurs. Mais cette subvention, elle n'aurait jamais été suffisante pour couvrir tous les besoins d'un lieu aussi grand. On parle de 5,5 hectares, d'une friche culturelle, d'un bâtiment qui date des années 20-30, qui avait besoin d'une remise à niveau, d'une restauration, d'une requalification des espaces, qui avait besoin peut-être encore d'équipements techniques, d'équipements de sécurité, d'équipes de production, de gestion, de communication. Vraiment, c'était un gros mastodonte. Et c'est pas faute d'avoir déblayé le terrain, parce que le collectif, dans la lancée de 2009, 2010, 2011, avait beaucoup de souffle et beaucoup d'énergie. Donc on a produit comment on appelle ça, des plans d'action avec donc on a eu des équipes, tout ça bénévolement, des équipes d'architectes, de gens de la com, d'artistes, d'acteurs culturels qui se sont penchés sur un bon dossier avec un plan architectural, avec une étude comparative de benchmark, avec les différentes expériences qui se sont faites à Madrid, à Paris, à Toulouse, en Hollande. On a noué des partenariats avec des lieux similaires dans d'autres endroits qu'on est allé visiter, et puis ça nous a permis de produire un dossier complet avec un plan architectural, avec un plan, avec une vision, une direction artistique, un plan stratégique, etc., etc. Des modèles de convention. Tout le travail a été fait qui normalement aurait dû nous faire passer à l'étape supérieure, de débloquer des fonds, de nouer des convention de gestion de délégués de ce lieu par la ville au collectif, et c'est là que tout a bloqué. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est au cœur maintenant, la localisation des abattoirs, elle est centrale à présent, avec le tram, avec la nouvelle gare, donc il y a d'autres velléités. Nous, on veut en faire un lieu culturel, mais j'imagine qu'il y a des tonnes de gens qui ont envie de voir monter des tours là-bas, ou j'en sais rien, des complexes résidentiels, ou ce qu'il est maintenant, un parking ou un lieu de stockage pour, je sais pas, pour la ville ou véhicules. Voilà. On peut dire que ce projet aujourd'hui, il est impossible à récupérer, ou pas? Ce mot impossible, il est un peu... je dis pas impossible, mais ça veut dire que ça serait hyper laborieux de reprendre
le projet à zéro. C'est-à-dire qu'il faudrait, d'abord il appartient à la ville de Casablanca, et toute tentative de le faire revivre de nouveau devra passer par le conseil municipal de la ville de Casablanca. Donc la volonté politique, de toute façon, elle doit être là. La volonté d'accompagner le projet sur le plan financier, structurel, organisationnel doit être là. Et puis on doit aussi avoir, et ça par contre, ça c'est pas compliqué à voir, il faut qu'il y ait les acteurs professionnels qui sont capables de porter ça derrière. Et l'idée de faire du partenariat, comme les gens aiment l'appeler maintenant, c'est très à la mode, le public-privé, intégré dans les ICC, toutes ces notions qui sont super fashion en ce moment, c'est possible. Il y a des jeunes collectifs, il y a des nouvelles générations d'artistes. On parlait tout à l'heure, tu me posais la question sur comment ça a évolué. Moi, je pense que ça a évolué dans un sens... déjà, ça a évolué vite. Ça a évolué avec l'évolution des nouvelles technologies, enfin, qui sont plus si nouvelles que ça. Donc, Internet, les réseaux sociaux, la création en ligne, le digital, l'âge, la nouvelle génération d'artistes et d'acteurs et d'actrices culturelles, etc. Donc, je pense que l'humain est là, que la volonté de faire... de produire et de créer et de développer des projets, elle est là et les projets sont là. Après, c'est toujours c'est toujours un petit peu le même manque, c'est le soutien, parce qu'on ne peut pas demander à la culture d'être à la fois génératrice de revenus, parce que c'est ce qu'on entend, c'est créer, vendre, générer des sous, blabla, PIB, industrie créative, tout ça, et d'ignorer tous les autres maillon de la chaîne avant d'arriver à ça, avant d'arriver aux ICC, avant d'arriver à générer des revenus et à faire de l'économie. Il faut faire de l'humain, il faut faire société, il faut faire communauté, il faut que la culture, elle éduque, elle rassemble, elle émancipe, elle libère et elle donne de la force, elle donne de la nourriture culturelle et intellectuelle pour qu'on puisse créer les générations qui vont produire, inventer, créer, imaginer, et puis qui vont stimuler l'économie au bout de la chaîne. On commence un petit peu, j'ai l'impression, par mettre la charrue devant les bœufs, et ça, c'est le problème qui existe. Et ça n'a pas changé, par contre, depuis 15 ans. On donne à la culture un rôle qui n'est peut-être pas son rôle premier, en tout cas à mon sens. Voilà. De générateur de revenus en premier lieu. Comme facteur de développement économique en premier lieu, non, ça vient après. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme si on construit une maison et qu'on n'a pas les bases, qu'on n'a pas mis les fondations. Alors, ces 15 ans, vous êtes passé en tant qu'actrice culturelle de plusieurs phases et aussi de l'évolution du soutien public. Il y a eu une phase où les acteurs où l'acteur public était plutôt bienveillant, ouvert, en discussion et en dialogue. Et à un moment, et je pense à la période Racine, à la fin de la période Racine, l'acteur public s'est renfermé, l'espace public s'est réduit pour tout le monde, notamment pour les acteurs culturels. Mmh. Comment expliquer cette évolution de l'acteur public vis-à-vis de la culture? Une culture critique, une culture telle que peut-être que vous le concevez avec les autres contributeurs du livre. Je pense qu'il y a des En fait, c'est une très bonne question parce que je crois même pas que j'ai la réponse. Parce qu'on va dire que la réaction des acteurs publics, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de règle en fait. C'est-à-dire que si on regarde les différentes évolutions de l'attitude vis-à-vis de la création artistique, vis-à-vis de la liberté d'expression, vis-à-vis de l'espace public, en particulier pour la performance artistique dans l'espace public ou la performance socio-culturelle dans l'espace public, les réactions elles sont un peu
parfois surréaliste, parce qu'on ne comprend pas les raisons. Donc on a eu des hauts et des bas, et ça évolue un peu en dents de scie. Et c'est même parfois contre-productif. C'est-à-dire que l'autorité publique va parfois vous accompagner, comme dans les abattoirs durant les premières années, par exemple. On va vous faciliter les autorisations, on va vous donner le soutien, on va vous amener les barrières, on va pas vous embêter, on va vous encourager, on va vous accueillir pour les rendez-vous, etc. Et puis un jour, il y a un événement et on vous dit non. Et on continue de vous dire non, jusqu'à ce qu'on arrête de vous donner accès, par exemple. On va vous dire oui, c'est une super opportunité par la ville, et on va pareil, vous aider, vous accompagner, vous ouvrir les portes, et puis après on va vous dire non. Donc je pense qu'il y a des conjonctures et qu'il y a des domaines qui peuvent, lorsqu'ils sont... Bon, moi je suis pas politologue, je suis actrice culturelle, mais je crois qu'il y a des sujets, qu'il y a des domaines, qu'il y a des choses qui déclenchent des alarmes quelque part et qui sont perçues comme des menaces pour l'autorité publique, pour l'État, pour toutes ces choses, etc. Après, il n'y a aucune naïveté dans ce que je dis. Je sais très bien que la culture est politique et que la culture telle qu'on est un certain nombre à la défendre, elle est politique. Elle est là pour le citoyen, pour le sujet, pour l'individu, pour les individus, pour les éclairer, pour développer un esprit critique, etc. Donc je peux envisager que de l'autre côté, ce soit perçu comme une menace. Et je pense que quand cette menace est perçue, à un degré X ou Y, ça déclenche la répression, ça déclenche l'interdiction, ça déclenche la censure. Et on a vu beaucoup de cas. On a vu des festivals qui ont été interdits, on a vu des manifestations dans l'espace public qui ont été interdites, des musiciens qu'on a virés de la place des Nations Unies parce qu'ils faisaient de la musique et parce que ça rassemblait du monde autour. On a vu des cercles philosophiques ou de lecture dans l'espace public qui ont été interdits, etc., etc. Et parce que peut-être médiatisé, et parce que... Voilà. Donc ça peut être... le fait que ça se transformait en mouvement social dans l'espace public peut aussi être perçu comme une menace, je pense. C'est ça mon analyse de ça. Une dernière question sur tes engagements pour la cause palestinienne. En tant qu'actrice culturelle, vous êtes très active sur plusieurs registres de l'action culturelle. Pourquoi c'était important pour toi, durant ces mois, cette dernière année très difficile, de t'engager pour la cause palestinienne, en tant qu'actrice, toujours dans ton domaine qui est la culture? Je pense que déjà la question palestinienne et l'engagement pour la question palestinienne pour de nombreuses personnes, je crois qu'on est tous et toutes un peu nés avec cette question palestinienne au cœur, dans notre cœur et dans notre tête, pour différentes raisons. Moi, je pense que la question palestinienne, pour moi, est une question de droits humains, tout simplement. Et je pense que toute personne qui croit dans les droits humains et qui croit dans la justice sociale ne peut pas accepter qu'en 2024 ou 2025, il y ait encore des notions de colonisation et d'occupation de terres, de génocide, de annihilation d'une culture, d'une identité, etc. Donc, et de ce fait, c'est inacceptable. Et le fait que moi je suis engagée pour la culture, je suis aussi engagée pour les droits humains, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et je pense que ces derniers 15 mois ont été particulièrement intense, parce que je crois, encore une fois, et ça c'est on va dire la magie des réseaux sociaux et d'internet, ils ont quand même créé une vague sans précédent de soutien, et je pense que la question palestinienne, elle a ouvert les yeux sur ce que ce monde a de plus
ugly, de plus affreux, qui est toutes les formes de fascisme et toutes les formes de discrimination qu'on peut voir. Et on peut pas rester silencieux face à ça. Moi, de mon côté, je pense que je fais ce que je peux, comme beaucoup de gens, et que mon intérêt, que mon travail de solidarité, que je ne fais pas toute seule, que je fais grâce à un collectif d'amis et d'acteurs culturels et d'artistes de différents pays. Donc on est tout un collectif qui s'appelle le PACSOC, c'est le Palestinian Arts and Culture Solidarity. C'est un collectif informel. Et on fait des actions en soutien aux artistes et aux acteurs culturels palestiniens. C'est notre focus. De par notre domaine d'activité, on a décidé de faire en sorte de soutenir les artistes et les acteurs culturels palestiniens dans leur travail sur le terrain. Parce que depuis 15 mois, ils sont comme tous les autres Palestiniennes et Palestiniens, ils sont démunis. Et ils ne peuvent plus vivre de leur travail culturel et artistique, ils ne peuvent plus faire de tournées, ils ne peuvent plus montrer leur travail. Les artistes de Gaza, c'est encore pire. Les artistes de la Cisjordanie font les pompiers, donc ils font des ateliers avec les enfants, ils font du travail d'accompagnement psychosocial pour les traumatismes des jeunes et des moins jeunes, etc. etc. Donc voilà, à travers ce collectif, on essaye de manifester notre soutien et de dénoncer toutes les actions des institutions culturelles pro-sionistes ou anti-palestiniennes, où qu'elles soient. Merci beaucoup, Doulien Menslimane, pour ce temps et pour d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Saladin. Merci, Agnès.